Bon, on va commencer. Donc, je vais introduire un petit peu rapidement le webinaire. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Xavier Gallo et donc je suis responsable de la commission advocacy pour l'ABF. Donc, et nous avons en charge le pilotage, le suivi de la charte Bible Libre en lien avec le comité Bible Libre. Je vois qu'il y a au moins une autre personne, Carole Fratini, des bibliothèques de Reims, qui est parmi nous et qui est aussi membre du comité Bible Libre. Et donc Lionel Dujol qui était à l'initiative, enfin qui a participé à la rédaction, et piloté voilà, la rédaction de la charte, qui est là pour nous parler de ce sujet extrêmement important, comment faire de l'advocacy autour de la charte Bible libre. Donc ça fait très bien le lien avec la commission. Voilà, je te passe la parole, Lionel. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout de suite mettre en partage le support de l'intervention que je mettrai à disposition, hein, bien évidemment, si vous souhaitez y avoir accès par la suite. Oui, du coup, j'en profite pour dire, vous l'avez vu en vous connectant, hein, que c'est enregistré. Donc il y aura un replay qui sera mis à disposition et on mettra le support sur une page de l'ABF avec le replay. Effectivement. Alors, on va passer ces deux petites heures ensemble. Je vais évidemment vous donner quelques éléments, mais même si déjà c'est super, on est nombreux autour du sujet, euh, je peux vous encourager, si vous le souhaitez, pendant le propos, si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire une remarque, de ne pas hésiter à le faire, hein. Soit vous le faites par le chat ou vous levez la main, ou même si vous ouvrez le micro, hein, vous m'interpellez, il n'y a aucun souci. Hein, il faut à la fois avoir un peu de matière, mais si ça peut vous aider aussi à réfléchir ou de le reconnecter à un cas qui vous est plus propre, il faut absolument pas hésiter, puisque c'est aussi l'idée, hein, c'est d'échanger autour de ces sujets. Alors pourquoi on est allé euh, on, on a souhaité aller sur cette idée de plaidoyer parce que depuis plusieurs années au sein du comité Bible Libre, donc je vous représenterai très rapidement le dispositif, pardon, on a constaté que quelquefois des collègues avaient un peu des difficultés, soit pour convaincre tout simplement l'adhésion à la charte, ou quelquefois c'était un petit peu difficile, même si on avait signé la charte, eh ben, il y avait derrière parfois des petites pratiques. Ou des petites dérives, on va mettre ça entre guillemets, dans l'organisation et les collègues avaient un peu de mal quelquefois à venir un peu défendre, pas simplement sur juste le principe, mais d'essayer de connecter un tout petit peu la notion qu'il y a derrière le numérique ouvert à des enjeux de politique, hein, de politique publique ou d'action publique. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée. Alors, on a mis DSI parce que aussi, quelquefois, les DSI, je le dis tout de suite, hein, il ne faut pas du tout percevoir les DSI comme les grands méchants qui nous empêchent d'eux. C'est-à-dire que les DSI, on en a absolument besoin. On n'a aucun intérêt de se braquer avec nos DSI. Mais il faut comprendre que les DSI sont sur des logiques et des raisonnements qui sont tout à fait légitimes, mais qui quelquefois ne sont pas toujours, on va dire, en phase avec nous aussi les attentes. Je le rappelle, une bibliothèque, quand elle est sur le numérique, c'est un service au public. C'est-à-dire qu'on propose du numérique et un accès Internet au public, ce qui n'est pas du tout le cas d'un service finance ou d'un service des marchés publics, où en fait la manière dont on va appréhender le service numérique n'est pas tout à fait la même. Et il faut bien comprendre qu'une DSI, elle est sur une vision plus globale de l'organisation et que quelquefois, c'est important aussi d'expliquer pourquoi on a des fois des demandes ou pourquoi des fois ce que l'on défend est pas tout à fait dans la même, on va dire, dans la même axe, dans le même axe que d'autres services. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'est à la fois de dire comment porter un discours auprès de ses élus et aussi auprès d'un interlocuteur qui est très important autour de ces questions-là, qui est notre DSI. Voilà. Alors, peut-être vous rappeler, avant d'aller dans le vif du sujet, quelques principes qui sont fondamentaux, mais qu'il faut rappeler parce que quelquefois on l'oublie un peu.
Et on vit pas toujours très bien, quelquefois, quand il y a des discussions avec sa tutelle ou autre. Rappelez qu'une bibliothèque est un dispositif de politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, il y a une équipe municipale, intercommunale qui est issue d'un choix des citoyens, hein, du vote, et a été choisi autour d'un programme, et ces élus vont porter une politique publique. Et pour porter cette politique publique, ils ont à disposition des outils. On va aller très très vite. Et pour la politique culturelle, ils vont avoir la bibliothèque, un conservatoire ou autre dispositif. Et l'idée, c'est de dire que les élus portent une vision politique de leur territoire, portent une politique publique, c'est donc les décideurs. Et de l'autre côté, il y a nous, les exécutants. Le terme est un peu malheureux peut-être, mais en tout cas, nous sommes les techniciens et nous sommes là pour mettre en œuvre, pour aider et accompagner aussi les décideurs dans la mise en œuvre des politiques publiques. Tout ça pour dire qu'on est toujours tributaire d'une vision politique qui est celle de nos tutelles. Et que on voit bien que cette vision portée par la tutelle, eh bien, nous devons l'intégrer. Et quand j'ai mis les agents publics, j'ai bien mis les bibliothécaires, mais je rajoute la DSI. Et qu'il faut aussi rappeler à la DSI, ou des fois il faut nous le rappeler à nous, que tout simplement, eh bien, il y a des choix qui sont faits par une tutelle et que on est là pour essayer de mettre en œuvre les choix. Alors, vous avez vu que les flèches vont dans les deux sens, puisque dans un monde idéal, on est dans un dialogue, c'est-à-dire que l'élu a besoin du technicien et les techniciens aussi ont besoin d'élus pour valider des éléments. Et donc, l'idée du plaidoyer très clairement, hein, c'est vraiment d'être dans cette approche et de se dire qu'un plaidoyer, c'est comment on développe un discours stratégique pour nos décideurs, pour qu'ils puissent aussi comprendre des enjeux qui sont soulevés au sein de la société ou des enjeux à l'échelle de leur territoire, et comment aussi ces enjeux se traduisent par de l'action publique, et comment aussi cette action publique peut être mise en œuvre, et comment aussi la DSI peut être aussi dans cette manière de porter cette action publique. Et donc, quand on fait du plaidoyer ou de l'avocat ici, c'était juste pour qu'on s'entende bien hein, sur les termes qu'on va employer. Hein, c'est comment on va défendre. Je dis activement parce que c'est pas simplement défendre comme ça, on est OK sur les principes, et c'est quand même, il y a une mission d'action, hein, d'agir, pour démontrer que les bibliothèques, elles ont un rôle essentiel sur un territoire. Et je le dis, et on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'on dépasse quand même qu'une bibliothèque, c'est plus qu'une histoire de lecture publique. Hein. On voit bien que même la terminologie des services de lecture publique induisent parfois une vision un peu décalée de ce que nous sommes. Et je pense que dans la manière de faire du plaidoyer, déjà interpellé sur comment on pourrait appeler notre service autrement que lecture publique, c'est déjà enclenché hein, cette réflexion avec, avec sa tutelle. Et donc, c'est de sensibiliser sur ce qu'on appelle aux bénéfices hein, des bibliothèques. On pourrait appeler ça les externalités positives, pour avoir un terme un peu technique. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, au-delà des services que nous connaissons tous, son action a un impact sur un territoire. Je le dis souvent, on ne le défend pas assez, mais chaque année, il y a 88%, je ne sais pas quels sont les chiffres, d'une génération qui obtient le bac. On contribue on contribue à la réussite du bac chaque année. Et pourtant, on ne présente pas toujours ces approches-là. Et enfin, c'est convaincre que face à notre impact, eh bien, on a besoin du soutien politique là-dessus. Gadier, tu voulais intervenir? Ouais, ouais, je voulais juste compléter que tu disais que défendre activement. Pour voilà, rebondir sur ce que disait, il faut pas attendre d'être en difficulté ou d'avoir une remise en cause. La démarche de plaidoyer, en fait, c'est une démarche proactive de vraiment valoriser tout le temps ce qu'on fait dans tous les domaines. Donc, ne jamais rater une occasion de dire on a fait ça, on a réussi effectivement on a accueilli tant de classes, donc on participe à la réussite éducative. On met des manifestations culturelles en partenariat, donc on développe le tissu, on est en lien avec le tissu partenarial, les associations locales. Enfin, il faut montrer tout le temps et ne jamais rater d'occasion de se valoriser. Il ne faut pas être réactif, le mieux c'est d'être proactif.
Voilà. C'est exactement ça. Hein, le plaidoyer n'est pas forcément un outil au moment du conflit. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que tout à fait. voilà, s'il y a un conflit, c'est que justement peut-être il y a souvent hein, il y a beaucoup de malentendus. Hein. Des fois, une tutelle a une vision un peu caricaturée de la bibliothèque et quelquefois il y a cette tension de vision. D'où le plaidoyer, c'est d'essayer aussi de ramener. Hein, entre un élu qui a peut-être une vision un peu caricaturée de la bibliothèque et en même temps, est-ce que nous, on a vraiment fait en sorte qu'il n'ait pas cette vision caricaturée? Et souvent, c'est là où on voit qu'il y a ce petit décalage où ce que nous paraît pour nous être acquis ne l'est pas toujours. L'élu n'est pas un technicien, hein, il faut Mm. jamais l'oublier. Nous, nous sommes des techniciens. Bref, tout ça, c'était pour faire deux petits rappels de bien s'entendre. On est un dispositif de politique publique et le plaidoyer, c'est comment finalement, dans notre quotidien, on fait remonter notre rôle essentiel, notre impact et en quoi nous soutenir. C'est pas simplement refaire les peintures de la bibliothèque, c'est bien au-delà de ça. OK. Alors évidemment que quand on a conçu, à je ne sais même plus combien d'années, l'idée de la charte Bible libre, c'était effectivement le constat qu'on avait fait à l'époque et qui est toujours là aujourd'hui, c'était quelquefois la difficulté de porter l'idée que dans les bibliothèques, on doit pouvoir proposer un numérique le plus ouvert possible. Alors, on dit le numérique le plus ouvert possible. On pense évidemment à Internet quand je dis ça, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres éléments qu'il ne faut pas oublier dans cette question d'un numérique ouvert et qu'on avait considéré qu'il serait peut-être intéressant de mettre en place un outil qui permettrait justement de faire du plaidoyer, de porter aussi à un moment cette question-là avec sa tutelle par une charte que je vais évidemment convoquer à plusieurs reprises dans l'intervention. Une charte qui est signée, on était attentif à ça par la tutelle et pas simplement par le directeur ou la directrice de la bibliothèque, parce qu'on voulait que vraiment cette question-là soit posée auprès de sa tutelle. Donc c'était ça l'intérêt, c'est que déjà si on signe la charte, c'est qu'on a plus ou moins engagé, au moins porté cette idée qu'une bibliothèque, c'est un lieu de l'accès libre au savoir et qu'à l'intérieur de ça, il y a évidemment la question du numérique qui est posée. Puis on avait souhaité aussi aller un petit peu plus loin et de dire qu'au-delà de cette charte, on peut peut-être aussi valoriser des bibliothèques qui agissent encore une fois vers ce numérique ouvert et bien au-delà et la mise en place de ces labels de trois niveaux. Hein. Je ne rentre pas dans le détail. Vous allez sur le site de l'ABF, vous allez avoir le détail de ces éléments-là. Et donc, le plaidoyer, là, dont on parle, en fait, c'est quelque chose qui vient hein, alimenter cette charte biblique, comment on peut la porter et comment elle peut aussi, pour nous, parce que n'oublions pas qu'il faut aussi quelquefois convaincre au sein de nos équipes, hein, et que c'est important aussi d'avoir un discours, j'allais dire, entre guillemets, politique au sens hein, de la chose politique auprès de ces éléments. Vous dire enfin qu'on a un autre outil plaidoyer qui est extrêmement important et qui est un poids vraiment dans la discussion et je la convoquerai aussi, c'est la loi Robert, évidemment. Et alors la charte Bible libre est, précède la loi Robert, hein, c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel point il y a des choses dans la loi Robert qui font énormément écho. On n'a vraiment pas du tout, il n'y a eu aucune concertation, mais c'est pour montrer que les visions convergent. Il faut dire que la loi Robert fructifie la charte. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que autant la charte sans la loi Robert, il fallait la défendre et il y avait de la conviction. Aujourd'hui, on a le poids de la loi. C'est-à-dire qu'on a un cadre légal qui dit, mais attendez, c'est pas simplement juste du principe éthique ou moral, c'est inscrit aujourd'hui dans le cadre légal. Donc, il y a quand même là quelque chose qu'il faut être attentif et à la fois auprès de sa tutelle et auprès d'une DSI, c'est important de dire, mais je te rappelle qu'il y a une loi et dans l'article Tartampion, il est dit ce qui est d'ailleurs rappelé dans la charte. Vous voyez, très important de faire le lien entre ces deux textes qui sont très très importants. Là aussi, je vais faire à plusieurs reprises le lien entre les deux. Voilà. Et puis peut-être enfin, avant d'attaquer le vif du sujet, pour dessiner un petit peu la problématique et les enjeux, aujourd'hui on parle de plus en plus d'un numérique ouvert, pardon, on parle de plus en plus d'un numérique d'intérêt général
Là, je vous ai montré, c'est le site de l'ANCT, qui est l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, hein, qui est une agence du gouvernement, gouvernementale de l'État, qui accompagne notamment les collectivités territoriales sur beaucoup, beaucoup de sujets, la transition écologique notamment et fortement aussi sur les questions du numérique. Et il y a donc le programme Société numérique hein, qui est au sein de la NCT et très clairement, le positionnement de la puissance publique autour du numérique est de défendre un numérique qui est ouvert, qui permette à tous les citoyens de pouvoir bénéficier de toutes les opportunités qui sont offertes par le numérique. Donc on dit moins aujourd'hui un numérique ouvert, on dit de plus en plus auprès des tutelles. Les élus, en fait, sont beaucoup bombardés de cette notion aujourd'hui de numérique d'intérêt général. Et bien, quand on va vers la charte Bible libre, on s'inscrit dans cette approche d'un numérique d'intérêt général. Et d'ailleurs, si on donne une définition d'un numérique d'intérêt général, c'est ce que vous avez là. Hein, c'est des services, des outils qui sont portés pour le bien commun et pour répondre aux besoins d'une société dans son ensemble. Et quand on parle du numérique, eh bien, en fait, on voit qu'il y a quatre grands axes qui sont portés et on voit qu'il y a la question d'un numérique ouvert et accessible à tous et, pardon, et mis en avant. Donc, la charte Bible libre défend un numérique ouvert. Le numérique ouvert, c'est un numérique d'intérêt général et c'est très important de l'inscrire, hein, cette charte, dans cette globalité en disant qu'aujourd'hui, eh bien, la puissance publique et notamment l'État accompagne hein, par. Alors, je mets un gros point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement financier de l'État, on n'en sait rien ce qui va. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie volonté, en tout cas l'ANCT, fait un énorme accompagnement autour des collectivités territoriales sur cette question de numérique d'intérêt général. Et les territoires qui s'engagent sur cette voie-là sont très fortement accompagnés. Donc, c'est tout intéressant de pouvoir dire, quand on s'engage vers cette démarche de Bible libre ou de la charte ou autre, on s'engage bien dans une tendance très forte aujourd'hui qui est de dire, face à un numérique qui est essentiellement porté par des acteurs privés comme GAFAM, il est nécessaire que les collectivités et la puissance publique portent un numérique d'intérêt général pour tout petit peu contrebalancer. Voilà. Ça me paraissait très important de donner ce contexte parce qu'il réinscrit la charte biblique dans quelque chose dont on voit bien qu'il est tout à fait dans le mouvement qui est porté aujourd'hui sur ces questions-là. Et lorsque l'on adhère à la charte biblique ou lorsqu'on défend un numérique ouvert, il faut bien intégrer l'idée que ça va bien au-delà d'un argument de dire je donne un accès à Internet le plus ouvert possible. Ça va plus loin que ça. En fait, hein, le numérique ouvert, on parle d'un numérique aussi capacitant. Voilà, ça c'est toute cette terminologie qui émerge depuis maintenant quelques années qui dit, il ne s'agit pas simplement de donner un accès ouvert, il faut permettre aussi aux gens qui vont avoir accès à ce numérique ouvert de pouvoir aussi tirer le bénéfice de ce numérique qui est ouvert et donc d'essayer de les faire, de développer en eux une capacité je reviens de cette notion, à pouvoir tirer les bénéfices d'eux. Je peux avoir un Wi-Fi ouvert, un Internet ouvert, c'est bien, mais si quelqu'un est déjà un peu mature avec ces outils-là, ben, parfois il va très vite tirer les bénéfices et on est dans un intérêt capacitant. En fait, on va voir que dire que le numérique ouvert, c'est pas simplement ouvrir une connexion à Internet, mais il y a aussi, on verra, une volonté politique d'aller vers un accompagnement des gens pour que ce numérique ouvert développe leur capacité à être un citoyen auprès du numérique. Et vous verrez que la charte Bible libre, quand je vous la montre, là c'est très brut, et ici vous avez je me souviens plus, je crois qu'il y en a 8 ou 9 droits qui sont énoncés. Là, je vous ai donné les intitulés des 8 droits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait 2 blocs qui ont été volontairement pensés. Vous avez une partie bleue qui est, vous voyez les mots qui sont mis en avant, qui sont accès, libre, ouvert, créer, s'approprier, diversité des usages, égalité. Et là, on est vraiment dans l'idée d'un numérique qui
qui s'ouvre au plus grand nombre et que donc il est dans la diversité des usages et dans l'égalité d'accès au savoir, j'y reviendrai. Et vous verrez que les derniers articles de la charte parlent d'accompagnement, d'expérimenter, de capacité de participer. Et bien à l'époque, quand on avait écrit cela, on ne parlait pas encore d'un numérique d'intérêt général ou d'un numérique capacitant, mais on voit en fait, combien le texte est quand même bien, s'inscrit bien dans cette logique-là. Donc, c'est pas inintéressant aussi de dire, si on défend la charte libre numérique ouvert, c'est pas simplement ouvrir la connexion, mais c'est parce que ça, à la limite, McDo le fait, c'est bien d'amener les personnes à aller au-delà de la simple accès à la connexion. Je vois, Xavier, tu... Oui, non, c'était juste pour dire, il y a effectivement huit articles et on avait énoncé huit droits. Et redire aussi, j'en profite pour redire que ce texte, il a été réfléchi avec des gens de la société civile. Eh bien sûr. C'est pas un travail de bibliothécaire, ce qui explique un peu cette grande ouverture et cette attention à beaucoup de choses au niveau de la société, quoi. Et évidemment, merci Hum, Xavier de le rappeler, hum, hein. C'était, en fait, ça a été tout l'intérêt des travaux, c'est hum. qu'on avait eu la volonté de ne pas s'enfermer que dans l'entre-soi bibliothécaire, qui est très bien, hein, mais d'aller chercher. On avait pris des universitaires ou des gens qui étaient très actifs sur les territoires, et puis des gens Un qui étaient élu, quoi. Il y avait un un, élu. un élu, Ouais. évidemment. Bref, ça avait été extrêmement riche et ça avait permis justement d'aller bien au-delà de l'énoncé simple d'un accès libre au savoir. Il y avait une dimension capacitante et je vais évidemment revenir vers tous ces éléments-là. Bref, tout ça pour vous dire qu'un numérique ouvert, pour moi, c'est trois piliers qu'il faut avoir en tête. C'est un choix de politique publique. Donc, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un soutien politique, hein. Il faut qu'il y ait une validation politique. Donc, il faut l'expliquer parce que sinon, on peut aller vers derrière des changements qui peuvent être un peu compliqués. Deux, le numérique ouvert, vous l'avez compris, c'est quand même respecter les valeurs du service public. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. Nous sommes un service public. L'égalité, la continuité, la mutabilité, l'adaptabilité, qui sont les fondements du service public, ben, il faut rappeler que porter un numérique ouvert, c'est aller vers les valeurs du service public. Et ça, c'est fondamental. Et il serait très dangereux de laisser croire à des citoyens ou à des habitants d'un territoire que Starbucks ou McDo, finalement, seraient plus respectueux des valeurs des services publics, même s'ils n'ont pas complètement conscience, mais quoique, qu'une bibliothèque publique. C'est ça aussi les enjeux qui sont posés. Et puis dire aussi que le numérique ouvert, c'est pas un caprice de bibliothécaire ou de militants de je ne sais quoi, libristes ou quoi, mais c'est aussi respecter un cadre légal. Et donc, on voit bien qu'il y a un choix politique, mais qui s'appuie aussi sur les valeurs du service public et sur un cadre légal. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est, comme je vous le disais, un peu déconnecté, hors sol, une sorte de vision militante d'un numérique ouvert. En tous les cas, il est de moins en moins. Peut-être qu'au moment où on a lancé, nous, l'écriture de ce texte, on était peut-être un peu plus dans cette vision militante parce qu'on était peut-être moins mature, pas nous, mais en tous les cas, la société, ces questions-là, on voit que depuis, ça s'est beaucoup, beaucoup renforcé et que le cadre légal a beaucoup aussi redonné de la vigueur à cette approche. Bref. Donc déjà là, ce que je viens de vous décrire, c'est déjà des éléments de plaidoyer, hein. C'est-à-dire que venir expliquer qu'il faut proposer Internet à la bibliothèque ouverte, mais aussi que l'accompagnement des publics et d'une médiation qui leur permette de devenir des citoyens à part entière avec leur capacité à agir dans un monde connecté, c'est fondamental et on verra là encore sur ces éléments-là. Alors, la liberté d'accès effective. C'est pour moi l'important, c'est le mot effectif. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être intellectuellement d'accord sur une liberté d'accès, mais elle doit être réelle, cette liberté d'accès dans la bibliothèque. Et on voit que quelquefois, quand on se tourne vers sa tutelle ou même des fois derrière sa DSI, ça discute. Mais pourquoi, finalement? Est-ce que vous avez vraiment besoin de hein, des petites questions? Ou, mais moi, j'ai trop peur qu'il va y avoir des problèmes dans votre structure. Alors, des fois, on a une tutelle qui est convaincue. Les élections
les équipes bougent et c'est une remise en question totale du principe, ou tout simplement des directions des services d'information, des systèmes d'information bougent et ben, la DSI n'a plus tout à fait la même vision que précédemment. Donc rien n'est acquis. Donc, il faut toujours veiller à ce que ce libre accès soit effectif. Alors, je vous rappelle deux articles, je ne veux pas rentrer dans les détails des articles, mais qui sont énoncés dans la charte, qui étaient, un, le droit d'accéder à un Internet public ouvert et fiable, ce qui voulait dire qu'il n'y a pas de restriction ou de contrainte à l'accès à Internet. Je vais revenir à ça. Et puis, il y a un autre article, qui est le premier, je vous le donne dans le désordre, mais ce n'est pas tellement grave, dans lesquels on dit aussi le droit d'accéder librement et sans discrimination à toutes les cultures et à une information plurielle. On parle de neutralité. Donc, une liberté totale d'accès à Internet, à la fois en tant qu'individu, mais à la fois aussi dans la diversité des idées, des loisirs et des plaisirs. Et ça, c'est souvent un sujet de crispation. Crispation, la tutelle, parfois la DSI, et puis parfois les collègues. Faut pas aussi l'oublier, les collègues ne comprennent pas toujours très bien cette approche. Alors, ça, c'est quelque chose qui est fondamental et que je rappelle systématiquement. Il faut revenir quand on est comme ça, là, sur des... Mais pourquoi le libre accès à Internet total sans contrôle? Ça ne veut pas dire que c'est tout, mais on ira rapidement là-dessus. C'est quand même vous rappeler une chose qui est fondamentale, c'est que nous avons une constitution, hein, c'est que nous avons une république et que là, je vous ai mis un texte qui est très important, qui est la charte des bibliothèques qui avait été portée par le Conseil supérieur des bibliothèques en 91, parce qu'il y avait eu déjà à l'époque peut-être l'idée de faire une loi bibliothèque. Et donc, on avait eu un travail qui pourrait préfigurer d'une loi bibliothèque. Puis finalement, on n'était pas allé jusqu'au bout de la démarche, mais la loi Robert s'est pas mal inspirée de ce texte-là. Donc, c'est un texte important. Et que nous dit ce texte? Eh bien, que exercer le droit à l'information et à la culture est reconnu par la Constitution. Et il nous rappelle que la Constitution, le préambule, pardon, de la Constitution de 58, en fait, qui reprend celle de 46, je vous passe les détails, rappelle que nous devons garantir l'égal accès au savoir, à l'information et au loisir. Et donc, l'égal accès et la liberté d'accès. Hein, tout au long de sa vie, accès libre et aux livres et aux autres sources documentaires. Et quand je regarde l'article 3, on va même plus loin. On dit que garantir cet accès libre à l'information, eh bien, est absolument nécessaire à l'exercice de la démocratie et que donc l'un des piliers inscrits dans la Constitution, c'est que chaque citoyen doit pouvoir avoir accès librement à l'information, au savoir, parce que il ne peut pas y avoir de république et de démocratie s'il y a une contrainte à l'accès à l'information. Euh, Vous l'aurez bien compris, quand on commence à discuter du libre accès à la bibliothèque, et bien, en fait, on est en train d'aller à l'encontre même de ces principes qui sont inscrits dans la Constitution. Et je rappelle que la loi Robert nous dit que l'accès aux bibliothèques est libre et qu'il est gratuit. Bon, comprenez bien que quand une bibliothèque, l'accès à la bibliothèque est libre et gratuit, ça veut dire que tous les savoirs, l'information et les loisirs proposés au sein d'une bibliothèque sont librement accessibles et gratuitement accessibles. Et donc, on a bien compris que dans un monde qui est aujourd'hui très largement connecté, on encapsule Internet dans cette proposition et que Internet n'est pas à côté de cette vision de l'accès au savoir. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut avoir un accès à Internet sans nécessairement payer un abonnement ou être équipé parce qu'il ne le peut pas pour des raisons économiques, sociales ou parce qu'il n'a pas envie, mais il peut toujours avoir un accès à Internet. S'il va dans une bibliothèque, il va se poser, s'asseoir, se connecter et y accéder à Internet. Ce que je viens de vous dire, s'installer dans la bibliothèque, se poser, je vais à la bibliothèque, je vais sur Internet et je demande rien à personne, et on ne me demande pas de savoir qui je suis, d'où je viens, si je suis abonné ou pas abonné, c'est le principe qui est énoncé, mais qui n'est pas énoncé par que le bibliothécaire, c'est un principe énoncé dans la loi bibliothèque, inscrit dans la Constitution. Donc, ce n'est pas inintéressant de rappeler ça aussi aux tutelles, mais aussi à une DSI
de dire, mais attends, euh, il y a quand même des principes sur lesquels nous sommes des garants. Et le service, je disais tout à l'heure, des marchés publics n'a pas la mission de garantir. Il a d'autres choses à garantir, mais pas celle-ci. Donc tu peux comprendre que le besoin que nous avons autour du numérique ne peut pas être celui d'un autre service, que nous avons, nous, comme mission de veiller à ce que ce droit constitutionnel soit garanti. Et comprenez qu'il y a des bibliothèques dans lesquelles l'accès à Internet libre, je rentre dans la bibliothèque, je me pose, je vais sur Internet et puis je repars. Et des fois, ce n'est pas le cas. Ou c'est discuté. Est-ce qu'il faut être abonné ou pas abonné? Ben non. On n'a pas à être abonné pour accéder à Internet, à la bibliothèque. Est-ce que on l'a de moins en moins aujourd'hui? Mais dans le comité BibLib, il nous est arrivé quand même de croiser quelquefois des cas de figure où on faisait plus payer l'accès à Internet, mais c'était toujours présent dans le règlement. On n'avait pas mis à jour le règlement intérieur. Donc c'est un peu compliqué quand on va dire à sa tutelle, oui, mais là, il faut plus. Et puis la tutelle dit, mais attendez, moi, dans le règlement intérieur que j'avais voté il y a je ne sais combien d'années, il y a marqué qu'il faut faire payer l'accès à Internet. Et puis conditionner l'accès à Internet à être abonné, c'est une manière, si vous faites payer l'abonnement, de faire payer l'accès à Internet. Et donc on voit bien que vous allez dire, oui, mais quand même, ça a un coût d'aller sur Internet, on pourrait faire payer. Oui, mais moi, je peux rentrer dans votre bibliothèque, lire le journal et repartir. On ne me demande pas de payer un abonnement pour juste consulter. Hein, la consultation est libre parce qu'on ne peut pas empêcher un citoyen d'accéder et de consulter de l'information. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, un accès à Internet s'inscrit complètement dans cette démarche. Et c'est important de rappeler cette boussole fondamentale. Nous sommes garants de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Et donc, venir discuter la possibilité d'un accès à Internet ouvert, c'est déjà contester ce droit à chaque citoyen d'aller là-dessus. Alors après, auprès de sa tutelle, on peut présenter ça, hein, et après, la tutelle, elle assume. Et vous, vous avez fait votre boulot. Vous voyez, le va-et-vient entre le technicien et l'élu, c'est que mais moi, je vous alerte quand même que la loi bibliothèque nous dit que, et que le droit constitutionnel dit que, vous voulez pas, si l'élu vous dit, ben, moi, j'assume non, que ce ne sera pas, bon, ben voilà, il assumera. Mais vous, vous avez fait votre travail, on est tributaire de la politique publique. Ne rien dire ou subir ou râler dans son coin, c'est pas bon. Hein. On est bien mieux quand on a quand même défendu beefsteak que là derrière. Et de la même manière que si votre DSI conteste pour des raisons qui peuvent être légitimes, qui pourrait dire, mais moi, il y a des problèmes de sécurité de réseau qui posent, etc. Alors ça, c'est tout à fait entendable, mais si on commence à dépasser le cadre dans lequel il est le sien, qui est de sécuriser le réseau, de veiller à ce que les bandes passantes soient maintenues ou quoi que ce soit, c'est des questionnements qui sont fondamentaux, mais qui ne peuvent pas aller à brider un droit du citoyen là derrière. Ici, votre DSI est un peu omnipotente et qu'elle dit ce qui est rarement le cas, mais ça arrive, hein, on a eu des cas où ça arrive, où elle dit, ben non, moi, de toute façon, moi, j'ai décidé que il faut faire trancher avec la tutelle. Là, il faut interpeller et dire, écoutez, là, il y a un problème, nous, on doit garantir ceci, les textes de loi disent cela, en face, on a ici une contrainte, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là, le fait de demander aussi de porter ça, c'est amener le plaidoyer, hein, d'expliquer pourquoi nous sommes là et euh, il, euh, pourquoi il faudrait aller à Flunch ou au McDo pour avoir cet accès libre à Internet qui est effectif dans ces lieux, sauf que ce sont des espaces marchands. C'est pas tout à fait, eux, voilà, ils sont pas dans les mêmes logiques que nous. Donc ça, c'est déjà la liberté d'accès à Internet qui est fondamentale et qu'il faut défendre parce que l'accès libre et gratuit, non discriminant, c'est ce qui est inscrit dans les tests que l'on a vus, non conditionné au fait d'être un habitant ou pas un habitant, non conditionné au fait qu'on soit abonné ou pas abonné, c'est un droit fondamental, ce libre accès à Internet. La deuxième Et question, bien sûr, pour rebondir, je dirais aussi que parfois, une fois que nous, on a fait ce travail de plaidoyer et que éventuellement la situation voilà, de blocage persiste, il peut y avoir, dans un deuxième temps, uniquement de la part des citoyens, une intervention. C'est-à-dire que un citoyen, par exemple, on a eu le cas à la Trinité-sur-Mer où
l'accès en fait à l'espace était devenu payant parce qu'il fallait présenter sa carte qui était payante, bah, ce sont des citoyens qui ont interpellé leurs élus en disant bah, comment ça se fait que l'accès à la bibliothèque soit payant. Et donc ça a permis de faire changer les élus, le choix politique. Bah, ça, ce n'est pas à vous de toute façon, vous êtes technicien, vous obéissez au choix politique, mais à un moment donné, ça peut venir de citoyens d'eux-mêmes, hein, c'est pas nécessairement, et surtout pas les bibliothécaires qui doivent aller les solliciter, mais en tout cas, il peut y avoir aussi des changements qui peuvent venir de la part de citoyens qui constatent un dysfonctionnement et un non-respect de la loi et des droits constitutionnels. Exactement. Et ça, c'est très important. Mais d'ailleurs, les habitants le perçoivent, hein, quand il y a une contrainte de leurs droits, hein. Ils ne sont pas dupes, hein, ils voient très vite, hein, très clairement. Euh, mais encore une fois, et dans l'histoire du plaidoyer, c'est nous, on est des techniciens. Notre travail, c'est de dire attention, nous, nos missions, le cadre légal, et on peut peut-être comprendre qu'un élu de la culture n'est pas non plus un technicien très pointu de la lecture publique. C'est tout à fait. Enfin voilà, c'est un élu, hein, il ne faut pas non plus. Et donc de mettre ça devant lui, et lui, il fera son choix. Et nous, on devra appliquer ce qui a été choisi, c'est la dure règle du dispositif de politique publique, mais notre travail, c'est d'être garant. C'est-à-dire, on a fait notre travail de garant en disant, attention, là, on est en train d'entamer des éléments. Après, la tutelle assumera les choix qu'elle a fait. Vous aurez fait votre travail, en tous les cas, d'aller sur un plaidoyer. La question de la neutralité du net, hein, c'est l'idée aussi qu'on ne peut pas, donc ça c'est la loi République numérique hein, de 2016, hein, qui est donc un cadre légal dans lequel on indique très clairement aujourd'hui, alors ça s'applique, excusez-moi, ça s'applique en fait à tous les fournisseurs d'accès à Internet, hein, qu'on soit une bibliothèque ou que l'on soit un McDo ou je ne sais quoi. En fait, il est interdit de réaliser des restrictions sur les contenus qui sont consultés ou diffusés. Si on accède à Internet, on accède à Internet. Point. Il y a des exceptions, parce que je peux imaginer que déjà certains d'entre vous se disent mais comment ça? En fait, il y a deux exceptions qui sont inscrites dans la loi. C'est là où la DSI peut avoir raison sur certaines choses en disant ben non, ça peut mettre en danger la sécurité du service ou qu'il y a des failles. Vous savez que les cyberattaques aujourd'hui, les collectivités territoriales sont très fortement attaquées actuellement. Donc on peut tout à fait considérer que la DSI dit non, là, il y a des dangers et des failles, ça va être un tout petit peu compliqué quand même d'aller à l'encontre de ça, on est bien d'accord. Et puis aussi, il y a des blocages qui sont exigés par la loi. Alors, comment dirais-je, je vais pas rentrer, excusez-moi, dans le détail de ce qui est inscrit dans la loi, mais on a fait un webinaire il y a quelques mois sur précisément ces questions-là, que vous pouvez certainement retrouver, et dans lesquelles on rentre dans le détail de ce qui est interdit par la loi, hein, pour aller très vite. Mais c'est très encadré. Il n'y a pas de problème, on nous dit ça, vous ne pouvez pas donner accès. Et puis il y a un autre élément qui est aussi protéger les mineurs, on ne peut pas donner accès. Bon, voilà. Mais ça, c'est le cadre dans lequel on doit veiller à ce que les accès soient restreints. Mais pour le reste, on n'a pas à contraindre, hein, on n'a pas à préjuger de ce que le citoyen veut consulter, et on n'a pas même à juger de ce que le citoyen veut regarder ou consulter ou lire dans la bibliothèque. Et quelquefois, c'est là où eh bien voilà, et si on s'en rend compte qu'on n'a pas de possibilité de pouvoir bloquer les sites que nous demande la loi de bloquer, ben, vous vous tournez vers votre DSI, vous vous tournez vers votre tutelle, qu'est-ce qu'on fait pour être en conformité? Et si en face on vous dit on s'en fout, bon, ben, ils assument, hein, vous avez fait votre travail, encore une fois, d'aller exiger là-dessus. Mais on voit bien que la loi ne nous donne pas une vision maximaliste, hein, pas du tout. La loi, elle nous dit non, c'est maximaliste de restriction, j'entendais, hein, c'est non, non, c'est accès. On n'a pas à contraindre l'accès aux contenus qui sont diffusés sur Internet. Et donc là aussi, je vous ai dit, le numérique ouvert, il y a un cadre légal, ben voilà, on l'a. Donc dire un numérique ouvert au-delà de ce que nous contraint la loi, c'est excessif. Et donc là, on n'est plus dans ce que l'on pourrait, de ce que l'on pourrait porter. Si je continue, c'est la liberté d'accès au contenu, ce que je viens de vous dire. Donc, on ne vient pas filtrer les contenus, etc. Et je vous rappelle que quand même,
et je fais encore un lien avec une autre notion qui est très importante, qui a été rappelée dans la loi bibliothèque, mais l'autre, c'est garantir l'exercice des droits culturels du citoyen. Alors, nous, à l'époque, on n'était pas complètement encore sur la notion des droits culturels dans la charte Bible libre, mais en fait, la charte Bible libre, aujourd'hui, rétrospectivement parlant, parce que je travaille beaucoup sur les droits culturels, elle est un levier hein, pour l'exercice des droits culturels. Donc, c'est un nouvel argument, un nouvel plaidoyer pour dire ça. Alors, les droits culturels, je rappelle juste qu'il y a la loi NOTRe, donc qui ne concerne pas les bibliothèques, mais qui concerne la nouvelle organisation des territoires qui est de 2015, dans lesquels il y a l'article 103 qui indique que l'État et les collectivités territoriales doivent veiller au respect des droits culturels des habitants ou des citoyens. Donc c'est inscrit dans la loi. Très bien. Donc on va dire que si je suis sur un numérique qui est très contraint, qui empêche, qui discrimine, on est déjà à l'encontre de la loi NOTRe qui demande aux collectivités territoriales de bien veiller à ce que les droits culturels soient effectifs. Et la loi bibliothèque a repris cette notion des droits culturels. C'est un des alinéas de l'article 1 dans lesquels on dit que par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent l'exercice des droits culturels des publics. Et donc, on va essayer je vais rapidement vous définir ce que sont les droits culturels pour que vous arriviez bien à faire le lien avec la question d'un Internet ouvert ou d'un numérique ouvert. Les droits culturels, je ne vais pas vous faire tout l'énoncé, mais c'est vous dire que c'est un droit fondamental humain. Les droits fondamentaux sont inscrits dans la Constitution, donc on retombe sous nos pattes. Bien. L'idée, c'est que les droits culturels énoncent l'égale dignité de toutes les cultures. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à la bibliothèque et qui veut consulter un site internet, je ne sais pas moi, d'un très grand philosophe ou qui parle de l'histoire, c'est autant digne que celui qui vient regarder une vidéo YouTube d'un chat qui tombe du frigo. Voilà. Les droits culturels, c'est garantir l'égale dignité des cultures et indiquer que c'est le citoyen qui choisit ce qui fait culture pour lui. On ne doit pas choisir à sa place ce qui fait culture pour lui. Donc quand je dis à la bibliothèque, on a accès à tout, livres, papier, DVD, CD, etc. Mais pour Internet, c'est contraint, on ne peut pas voir ceci, voir cela. Vous portez atteinte à ce droit du citoyen de pouvoir choisir par lui-même ce qui fait culture, parce que le principe des droits culturels, c'est l'égale dignité. J'ai pas dit l'égale qualité, hein. J'ai dit égale dignité, simplement des cultures. Et donc, on va considérer que si quelqu'un qui rentre dans un lieu comme une bibliothèque sans que ce qu'il a envie de regarder, de visionner par le web, s'il en a envie, est tout à fait respecté, eh bien, en fait, on légitime sa place à la fois dans la bibliothèque, mais on légitime aussi sa place à être dans une société avec ses références culturelles. Et ça nous aboutit on développe sa capacité à être un citoyen dans dans une société. Quand le McDo donne un accès à Internet très large et ouvert, il n'a pas du tout comme exercice de garantir les droits culturels, hein. C'est de dire je le fixe chez moi, il va manger une grande frite et tout ce qui va avec. Moi, c'est ça mon objectif. C'est ça notre différence avec un McDo. C'est que le numérique ouvert dans une bibliothèque, c'est agir pour un numérique capacitant. C'est lui donner une place, il se sent reconnu, légitime et donc il se sent un être de culture dans une société. Et donc on voit bien que cette dimension-là, c'est pas juste du militantisme, c'est inscrit dans la loi. On demande à ce qu'une bibliothèque et une collectivité territoriale par la loi NOTRe garantissent les droits culturels. Bloquer l'accès à Internet, c'est aller à l'encontre des droits culturels du citoyen. Or, on nous demande de garantir l'exercice de ces droits culturels. Donc, on voit bien encore une fois que la loi vient fortement porter l'idée d'un numérique ouvert parce que, très clairement, il y a une cohérence dans ce qui est proposé et qu'on doit aller vers ce numérique qui est proposé là-dessus. Juste un petit distinguo de vocabulaire parce que la loi bibliothèque, on dit que la question de la diversité et du pluralisme, c'est une petite subtilité, mais quelquefois, on n'est pas très clair nous-mêmes avec ces deux termes. La diversité, c'est le constat
qu'il y a une très grande variété de formes, de cultures, de vie sociale, etc. C'est juste le constat. Je constate une diversité. Le pluralisme, ça implique une volonté que cette diversité soit accessible et respectée. Je peux constater une diversité et rien faire pour le pluralisme. Je peux considérer que oui, sur Internet, il y a plein de trucs, mais à la bibliothèque, ça non, ça oui, ça non. C'est plus du tout l'idée du pluralisme. Quand on dit qu'une bibliothèque, elle est pluraliste avec les individus qui sont des êtres de culture, mais elle est pluraliste aussi dans le sens où elle agit pour que la diversité existe dans la bibliothèque. Donc dire on agit pour la diversité, c'est le pluralisme. Mais je peux constater la diversité et pas forcément la rendre véritablement accessible dans une bibliothèque. Et donc, la question d'un numérique ouvert s'inscrit bien dans cette logique d'une action de pluralisme dans la bibliothèque. Si je vous envoie vers le code de déontologie hein, de l'ABF, hein, dans lesquels le pluralisme est un pan très important de ces éléments-là, eh bien, dès que vous êtes sur un numérique bridé, vous êtes déjà plus dans une logique de pluralisme, de droit culturel, d'accès, etc., etc. Et je le dis, la diversité peut exister sans pluralisme. Il n'y a pas de pluralisme sans la diversité. Et quelquefois, on emploie ces deux termes comme des synonymes, mais pas du tout. Enfin, ils sont très proches. La diversité, c'est un constat. Le pluralisme, c'est agir. Le numérique ouvert, c'est agir pour le pluralisme et pas simplement constater une diversité. On revoit bien l'idée du plaidoyer, hein, d'être proactif, d'agir et pas d'attendre. Hein. C'est vraiment porter un discours qui fait écho à ce que nous sommes. Hein. Je dis souvent que l'Internet, pour prendre que le cas d'Internet, s'emboîte parfaitement dans ce qu'est une bibliothèque. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de petit à côté. C'est complètement imbriqué dans ce qu'on attend en tout cas ce qu'une société peut attendre de la bibliothèque. Euh, J'active aussi là l'article 8 de Biblive dans lequel on nous indique que c'est le droit d'accéder à des ressources, y compris numériques, parce que la charte ne se focalise pas que sur le numérique, qui respecte la diversité des usages et qui favorise l'appropriation de l'information et du savoir. OK. Donc c'est bien cette idée-là hein, qui est derrière. C'est pas simplement donner un accès, mais c'est aussi favoriser l'appropriation du savoir, donc d'être dans une forme de capacité. Et c'est bien cette idée du pluralisme qui est actiquée. Et pourtant, là, je rebondis sur quelque chose qui m'a intéressé parce que l'ABF a fait une lettre ouverte il n'y a pas longtemps sur nos ressources numériques. Nous, comment dirais-je, nous sommes tous un peu caliméros avec nos ressources numériques, hein, c'est compliqué. Les modèles économiques sont tels que c'est très, très difficile d'aller là-dessus. Moi, il me semble que c'est important aussi d'interroger notre offre de ressources numériques à travers la notion d'un numérique ouvert et d'un numérique capacitant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais quand même. Est-ce que l'offre numérique que nous proposons au public, il est capacitant? Est-ce qu'il permet aux gens vraiment de pouvoir dépasser le simple fait d'accéder, mais de faire plus que ça? Et la question, elle est non, hein, très clairement. Et la preuve, c'est que le texte que je salue, hein, enfin, qui est ABF et qui est interassociatif, hein, il n'y a pas que l'ABF, hein, bien sûr, mais qui dit que ben voilà, cette situation fait que le respect du pluralisme, il peut pas être il peut pas être engagé, et que l'absence de pression commerciale qui est indiquée dans la loi, notamment bibliothèque, ben, elle existe. C'est-à-dire que là, c'est plus une pression politique, c'est une pression commerciale. Quand on va décider, un éditeur dit ça je veux, ça je veux pas, c'est une atteinte totale à un numérique ouvert, pluraliste, diversifié, qui donne accès, qui met en capacité l'individu à être là-dessus. Je fais petit à petit insiste parce que évidemment qu'il ne faut pas bouder les ressources numériques, mais si nous tous, bibliothèques, nous intégrons un peu mieux la ressource numérique comme un des éléments d'un numérique d'intérêt général qui porte les citoyens vers quelque chose qui dépasse l'accès, peut-être alors qu'on serait peut-être un peu plus fort, je mets des guillemets, mais en tout cas d'avoir un discours qui serait autre de dire si on n'a pas de ressources numériques, on est à côté de la plaque, mais est-ce que des ressources numériques qui ne capacitent pas le citoyen, on n'est pas aussi un peu à côté de la plaque? Donc, je réinjecte beaucoup cette dimension, hein, j'en profite, hein, mais c'est pour dire que même cette réflexion sur notre offre de ressources numériques doit interroger ce qu'est un numérique d'intérêt général à la bibliothèque. Or, aujourd'hui, les ressources numériques, modèle payant, ne n'est pas dans le sens de l'intérêt général, mais dans le sens d'un intérêt
parce que c'est comme ça, pas faire mieux. Elle est dans l'intérêt des ayants droit. Ils sont dans leur droit, là, pour le coup, hein, il n'y a pas de souci. Mais on peut poser la question de l'argent qu'on met dedans, hein, sur ces questions-là. Bien. Euh, Si je refais accès à l'article 8, avec les ressources numériques, est-ce que je respecte la diversité des usages et favoriser l'appropriation? Pas complètement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que ne focalisons pas que l'enjeu du numérique ouvert, je vais aller plus loin, que par le biais de l'Internet. C'est quand on a une stratégie numérique au sein de sa bibliothèque, il faut intégrer cette notion aussi d'un numérique ouvert. Et quand on signe la charte Biblibre, ça va bien au-delà que de la question de l'accès à Internet qui est ouvert. Un numérique ouvert et respectueux de la confidentialité, je le rappelle, euh, je vais très vite, hein, mais on n'a pas le droit, évidemment, de garder l'historique de ce qu'a consulté les gens. Voilà. Un numérique d'intérêt général, c'est un numérique, le numérique ouvert, c'est pas le numérique qui ne respecte pas la vie privée et la confidentialité de nos usagers. Voilà. Et souvent, là aussi, il y a une sorte de discours, dire, oui, mais alors si c'est ouvert, c'est open bar, on fait tout, et quid des informations, et quid de... Ben non, c'est très tout à fait cadré. Non, oui, le numérique ouvert est respectueux, vous devez en tous les cas, respectueux. Et dire que on doit respecter la confidentialité et la vie privée, ça ne se fait pas au prix d'une discrimination d'accès au contenu. Vous voyez, c'est bien mettre les deux pans à côté. Et ça, ce travail-là, il faut le faire avec sa DSI. Hein. La DSI, on ne te demande pas de filtrer les contenus ou de juger que, mais je te demande, par contre, d'être très actif sur. Ils le font, hein, franchement, il ne faut pas du tout non plus exagérer, mais quand même. Et dire aussi aux collègues que on n'a pas à conserver ce que les gens consultent. Donc on ne sait pas, on n'a rien pour le faire. Eh ben, il faut poser la question à la DSI, à sa tutelle. On ne peut pas respecter ça, hein. C'est un article de loi du code c'est des postes, enfin, je crois que c'est postes, je m'en souviens plus, excusez-moi, Euh, et de la communication électronique, CE. Mais postes, ça paraît totalement anachronique. Mais bon, peu Bon, importe. ça pourrait hein, rester Bon, anachronique. ok. Mais je crois bien qu'il y a un truc comme ça, peu importe. Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le numérique ouvert, c'est pas n'importe quoi. C'est aussi respecter la confidentialité et c'est respecter le RGPD. C'est-à-dire que si pour aller sur Internet, vous prenez le nom, le prénom de la personne, ce que vous pouvez faire, hein, il n'y a pas de difficulté dans l'absolu. Nous, on préfère que ça soit, on ne demande rien aux gens, ils vont accéder comme on ne demande rien aux gens pour aller feuilleter le journal dans la bibliothèque. Mais si vous avez besoin d'avoir un nom, un prénom pour avoir un numéro d'identifiant sur votre réseau qui est gratuit, hein, eh ben, il faut quand même veiller que vous respectez le RGPD. Et ça, ben, ma foi, vous avez un DPO certainement, ou votre DSI, je ne sais, enfin non, ça ne peut pas être votre DSI, le DPD, mais peu importe. Mais en tous les cas, voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour vous dire qu'il y aurait tendance à croire aussi que si c'est ouvert, c'est du n'importe quoi. C'est pas du tout. Et c'est pas parce qu'on respecte la confidentialité, les données personnelles de nos usagers qu'on doit filtrer les contenus qui sont derrière. Oui, c'est vraiment faire dissocier ces deux approches qui sont très, très importantes. Bon. RGPD, je rappelais juste, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut retenir les données personnelles qui sont strictement nécessaires au service. Voilà. Donc, si pour votre logiciel d'accès à Internet public, il y a besoin d'avoir un compte de consultant qui est gratuit, donc vous avez besoin d'avoir le nom et le prénom, donc vous devez demander le consentement préalable pour pouvoir accéder à ces éléments-là. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est important aussi de le rappeler. On est aussi garant de la confidentialité de nos usagers. Enfin, je rappelle juste que la bibliothèque doit conserver ce qu'on appelle les données de trafic. Donc, c'est-à-dire le numéro de la machine, l'adresse IP, la date, l'heure de consultation. Bon, bref, le webinaire que j'évoquais tout à l'heure rentre plus vraiment profondément dans les détails. Et en fait, il faut peut-être dire des fois aux tutelles, c'est pas le filtrage des contenus qui est important, c'est ça qui est important. C'est ça où il faut peut-être mettre des moyens, c'est ça. Il ne faut pas se tromper parce que filtrer les contenus ou interdire l'accès, ça va à l'encontre de ce que
nous dit la loi dans la diversité, le pluralisme, le libre accès. Par contre, ça, c'est fondamental parce qu'on doit conserver les données de trafic. Voilà, de bien expliquer ces questions-là. C'est bien La Poste, hein. Je viens de vérifier, faire Merci. un fact-checking et c'est bien La Poste. Voilà, tu vois, comme quoi, mais ça marche. Voilà, Ça ça m'a paru. conserve. Ouais, 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 bon, ma foi. Très bien. Et on n'a aucune obligation de collecter les identifiants des personnes. On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Voilà, on est là-dessus. Et quelqu'un peut tout à fait venir à la bibliothèque pour avoir un compte de consultation qui est gratuit, ok, et il peut vous dire, je m'appelle Alain Delon. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, je soulève l'action de la carte d'identité. Hein. On ne doit pas soumettre à la vision de la carte d'identité pour pouvoir accéder à Internet à la bibliothèque. Est-ce que je demande la carte d'identité des gens qui rentrent dans la bibliothèque pour lire le journal? Non, il n'y a pas d'exception. Par contre, si la personne dit, mais alors il me dit un faux nom, c'est son problème. Voilà. Hein, il faut aller là-dessus. Ça, c'est des petits détails qui sont des gros sujets de discussion, parfois avec des DSI, des tutelles, voire même avec les collègues, hein, très clairement. Ah Ouais, oui, tout à Xavier. fait. Oui, non, juste pour dire, ça peut rejoindre aussi la question de l'inscription où, en théorie, on n'est pas non plus obligé de demander une carte d'identité ou un justificatif de domicile. Donc, dans le cadre de la confiance entre la citoyen et l'administration, l'idée, c'est qu'on base sur des déclaratifs. Alors, je sais que c'est toujours délicat et ça crée des discussions, mais quelqu'un peut très bien dire, je m'appelle Alain Delon, j'habite sur Vénus, et on peut l'inscrire. Enfin, je caricature, mais Mais oui, mais voilà. complètement. Ouais. Et là, vous voyez que là, c'est des petits points. Le diable est dans le détail. Hein. Ça vient tout. La tension vient par la fenêtre, jamais par la porte. Euh, c'est là où le plaidoyer, les éléments qu'on vous donne là, donnent quand même de l'assise. Après, il y a une décision qui sera prise. Et ce sera peut-être pas celle que vous souhaitez. Mais au moins, hein, si vous avez des difficultés à pouvoir montrer de l'argumentaire, en fait, on va dire non, mais c'est n'importe quoi en fait dans cette bibliothèque. Donc non, non, on ferme tout. Vous voyez, hein, plus on est solide, plus on repousse le poids de la décision sur la personne qui est en face de nous. Vous voyez, que quand on est un peu fragile, c'est facile de nous dire non finalement. Vous voyez, c'est vraiment d'être dans ce rapport de, on est technicien, on sait de quoi on parle et on connaît la boussole. Voilà. Et il faut aller sous ces éléments-là. Euh, je continue sur là la question du numérique en commun. C'est un élément important dans la charte Bible libre. Et c'est vrai que quand on parle d'un numérique ouvert, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense beaucoup à Internet, accès à Internet ouvert, tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais, le numérique ouvert et le numérique d'intérêt général, c'est comment aussi la bibliothèque, et je l'avais un tout petit peu pointé avec les ressources numériques, donne aussi un accès à un numérique qui permet aux citoyens d'agir avec ce numérique. Et pas simplement que accéder sur ces questions-là. On parle de plus en plus de numérique en commun. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'ANCT et encore une fois le programme Société numérique que j'évoquais tout à l'heure a plusieurs axes. Il y a France Numérique Ensemble, c'est une feuille de route, je passe les détails, c'est pas notre propos, mais vous connaissez certainement ce qu'on appelle la communauté de numérique en commun, qui chaque année a une grande messe nationale, mais il y a aussi des messes locales, qui sont des moments où des acteurs réfléchissent à un numérique qui est pensé en commun, dans le sens des communs du savoir. Vous savez que c'est un sujet aussi que j'ai beaucoup porté et que je porte encore. C'est comment le numérique, en fait, est ouvert. Dans quel sens? On va essayer de le comprendre. C'est de dire que finalement, vous voyez, l'article 7 de la charte nous dit le droit d'accéder, de réutiliser, de créer, de diffuser bien, du savoir qui est même sous sa forme numérique. Très bien. Et donc, on a bien vu que les ressources numériques payantes ne permettent pas cela. C'est pas du numérique en commun. C'est-à-dire que je peux qu'être abonné, mais ça, c'est pas un problème. Mais que même derrière, quand je suis abonné, j'ai pas tout à fait une grande liberté. Est-ce que je peux annoter les livres? Est-ce que je peux euh, voilà, on est dans des difficultés qui sont posées là derrière. Je vous rappelle aussi que l'UNESCO a produit des textes qui sont assez importants, hein, et vous connaissez le manifeste de l'UNESCO sous la bibliothèque publique, et il est marqué que la bibliothèque est nécessaire à la vitalité des sociétés. Ça fait écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Elle permet l'accès à la création, le partage des connaissances,
Sans barrière commerciale, on vient d'en parler. Sans barrière technologique, on vient d'en parler. Et sans barrière juridique. Alors, comment ça? Eh ben, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Tout ce qu'une bibliothèque produit, là, on a la BPI. Il me semble d'ailleurs qu'il y a quelqu'un de la BPI parmi nous. Eh bien, la BPI considère que tous les savoirs qu'elle produit, entre guillemets, au sens de production quasi de médias, donc des conférences notamment, hein, ça devient donc de la vidéo qui est consultable, et bien derrière, on la met sous une licence libre, et vous voyez que c'est une licence qui est quand même très large, c'est-à-dire que c'est la licence, vous devez citer la paternité de la vidéo et vous devez la partager exactement sous la même licence, mais tout le reste, vous faites ce que vous voulez avec, c'est du numérique ouvert. C'est aussi ça, la bibliothèque, qui prône un numérique ouvert. C'est-à-dire que quand elle est elle-même productrice de contenu, le numérique qu'elle va proposer, le savoir qu'elle va proposer, il est ouvert à tout le monde. Et on ne vient pas mettre un copyright, c'est pas pour mais, des droits réservés ou demander quoi que ce soit. Ça, c'est un commun numérique, hein, qui est très important. Et encore une fois, là aussi, des fois, c'est la tension avec les services com qui ne comprennent pas. Qui comprennent pas pourquoi on met ça avance, hein. Mais je peux vous dire que selon la couleur politique de votre tutelle, on est plus ou moins fermé ou ouvert à ces questions-là, hein. Très, très, très clairement, hein. Et donc, aussi dire qu'une bibliothèque, ce qu'elle produit, sa mission, c'est de garantir l'accès au savoir, mais aussi de permettre aux gens de se réapproprier, de manipuler le savoir que nous produisons, ben, le fait d'utiliser des licences libres comme Creative Commons contribue à un numérique capacitant. Et c'est ça, c'est très important aussi de le porter. De la même manière que quand vous numérisez le domaine public, hein, je vous rappelle que le domaine public, ça appartient à tout le monde. Nous avons souvent un fonds patrimonial qui est dans le domaine public. Nous sommes garants de la conservation de ce domaine public et nous devons garantir le libre accès à ce domaine public. Alors quand c'est du document fragile, on ne peut pas comme ça ouvrir n'importe quoi à n'importe qui, mais le numérique a permis de redonner le domaine public aux citoyens en leur disant, ben, ce vieux document du XVIIe siècle, on ne peut pas vous le faire manipuler parce qu'il faut bien qu'on le conserve et ce n'est pas possible, mais le numériser, c'est vous redonner ce domaine public et donc il est nécessaire de le mettre sous une licence qui respecte le domaine public, hein. Je vous rappelle que le domaine public, ça appartient à tout le monde. On n'a plus à demander à qui que ce soit, si je peux l'utiliser, le télécharger, l'imprimer, le vendre ou quoi que ce soit, hein, et s'il y a la fin du monopole d'exploitation. Donc, quand je numérise du domaine public, je garde le domaine public numérisé dans le domaine public et je ne mets pas ce qu'on appelle du copy fraud, c'est-à-dire que tout d'un coup, je dis, si vous voulez utiliser ce truc-là, vous devez me demander l'autorisation de. C'est une, une atteinte, tout simplement, à ce qu'est le domaine public, c'est-à-dire la possibilité de chacun de se réapproprier. Là, vous avez Numéllio, qui est la bibliothèque numérique patrimoniale de Lyon. Eh bien, tout ce qui est dans le domaine public, eh bien, il sous une licence des plus ouvertes, c'est-à-dire la licence s'appelle domaine public marque. On ne dit même pas, hein, il n'y a même pas la paternité de la bibliothèque. Bah oui, puisque la bibliothèque, elle n'est pas propriétaire du domaine public. Elle est juste garante de sa conservation. Ça aussi, quand vous portez un projet de bibliothèque patrimoniale numérisée et que vous dites qu'il faut qu'on respecte un numérique ouvert capacitant d'intérêt général, eh bien, c'est chaud. Et donc, il faut rappeler aussi tout ce qu'on s'est dit pour l'accès à Internet libre, ouvert, etc. Mais ça marche aussi exactement pour ces questions-là. Donc, extrêmement attentif d'être garant de ces questions-là. Je vous rappelle aussi que depuis le 10 décembre 2018, les collectivités territoriales doivent ouvrir leurs data. L'open data est une obligation légale. Euh, et bien qu'évidemment, les bibliothèques se doivent de porter aussi cette question de l'open data. Et je vous montre ici à Toulouse, il y a même un territoire qui est très actif sur l'open data depuis très longtemps, donc une très grosse maturité. Mais on voit que par exemple, les données des bibliothèques sont librement accessibles. Voilà.
on dit là-dessus. Mais ça aussi, c'est du commun numérique. Ça aussi, c'est de la transparence donnée aux citoyens. C'est du capacitant, c'est de l'intérêt général. La statistique, elle n'est pas que pour nous, elle est pour d'autres. Quand je vois le top 500 des films les plus empruntés à la bibliothèque, ma foi, pourquoi pas? Et souvent, je parle là du politique, mais il arrive des fois où les territoires, ou des élus, ou des DSI aussi, hein, ne voient pas l'intérêt de l'open data. En disant, mais qui ça va intéresser d'avoir les usagers inscrits à la bibliothèque? Mais ce n'est pas la question. La question, c'est il faut ouvrir les données publiques. Point. On n'a pas à préjuger de ce que les habitants vont faire avec les données de la bibliothèque. Si personne est intéressé par la data, ben écoutez, ma foi, effectivement, mais dire on va mettre de l'open data, mais on a un territoire qui va certainement pas du tout être intéressé par ces informations-là. C'est comme si on disait on va pas du tout acheter tel ouvrage ou tel, parce qu'on pense que les gens ne seront pas intéressés là-dessus. Mais de quoi rappelez-vous les droits culturels, c'est bien l'individu qui choisit ce qui fait culture pour lui, et c'est ce qui fait aussi l'accès là-dessus. Je pousse un peu plus loin le curseur, vous l'avez compris, hein, mais de dire que tout ça, c'est encapsulé. Un libre accès à Internet, une liberté individuelle d'accéder à Internet, tout ce que produit la bibliothèque en termes de numérique, et c'est elle-même, elle le met sous des licences libres, elle respecte le domaine public numérisé, on est dans cette logique du numérique ouvert et d'un numérique d'intérêt général. Mais je peux aller encore un petit peu plus loin. Je suis toujours avec Toulouse. Toulouse qui, je vous ai expliqué qu'il ne s'agit pas de donner accès. On est d'accord? On numérise le patrimoine. Très bien. On le met sous une licence libre. Parfait. Donc on met la liberté d'accès. Mais on a dit que le numérique doit être capacitant. On doit aller un petit peu plus loin que simplement donner accès. Toulouse a numérisé sous licence libre son patrimoine. Mais elle a passé aussi un deal avec Wikimedia. Wikimedia, qui est hein, la fondation qui est derrière Wikipédia. Ça veut dire que tout ce qui est dans le domaine public est reversé de fait sur Wikimedia Commons, qui est la médiathèque de Wikipédia. Donc là, on voit toutes les images dans le domaine public respectées. OK. Ça veut donc dire que quand je vais regarder moi un article de Robert Ier de Dreux, bon, il faut être motivé, hein, mais on peut, eh ben, je vois que l'illustration, c'est celle de la bibliothèque, c'est ce qu'a numérisé la bibliothèque et l'a mis dans un domaine public. Si je clique sur l'image, je vois que c'est quand même pardon, je vois que c'est la bibliothèque de Toulouse. Donc on montre qu'on est garant. On est garant de la diffusion du savoir par le numérique et de la réappropriation ça, le mettre dans le Rosalis, c'est top, mais que ça arrive dans des articles où quasiment 8 internautes sur 10 passent pour aller chercher de l'information, on est garant d'un numérique d'intérêt général, d'un numérique ouvert. Et c'est encore plus fort, parce que la version néerlandaise de Wikipédia, qui parle aussi de Robert Ier, reprend l'image de la bibliothèque de Toulouse. Et vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire que non seulement la bibliothèque, elle garantit l'accès à son territoire, mais elle contribue à ce que la bibliothèque publique, ma bibliothèque publique dans mon petit territoire, parce que j'ouvre, je suis une des pièces qui vient nourrir un numérique d'intérêt général. Ça veut dire que moi, si j'ai une revue scientifique ou que j'ai un site internet, je peux, sans forcément payer, avoir accès au domaine public grâce à des bibliothèques publiques. Ça a été des débats hein, très très chauds et ça l'est un peu moins, mais il y a quelques années, en disant qu'il y avait des très grandes institutions nationales qui copyrightaient tout le domaine public. C'est une atteinte totale à des principes. Heureusement, aujourd'hui, ça y est, ça a maturé et on est en train de... Il y a eu une bascule. Mais quand on revient dans des bibliothèques sur des territoires, le sujet revient tout le temps. Pourquoi des licences libres sur ces questions-là? Oui, oui, et puis pour rebondir aussi en termes d'argumentaire de plaidoyer, ça peut aussi, certains élus y sont sensibles, donc ne pas hésiter à l'utiliser, dire bah, ça fait rayonner la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a des, pour qu'il y ait des élus, le rayonnement, le faire connaître sa commune est important. Donc dire que voilà, tout ça est diffusé et que on va mieux connaître, faire parler de la commune grâce au commun numérique, voilà, ça peut être un argument pour certains élus. Là, encore une fois, les communs du numérique ou les communs du savoir,
C'est en train de changer, mais à l'époque où on les portait très fortement, euh, c'était vu aussi très militant. Voilà, c'était très connoté, militantiste, libriste, antipropriétaire, donc ça faisait un peu peur aux tutelles. Aujourd'hui, ça a bougé, hein, d'ailleurs, puisqu'on parle d'un numérique d'intérêt général. Mais un des arguments pour porter ça auprès des élus, c'est de dire que tout cela est financé par l'argent public, c'est la population qui finance ça. C'est la population qui permet à ce que le domaine public qui leur appartient, enfin qui leur appartient, entre guillemets, hein, qui est à tous, eh bien, la moindre des choses, c'est que ce qu'on a numérisé avec l'argent de la population revient à la population. C'est exactement ce qui se passe ici. Dès que vous copyrightez ou que vous empêchez l'accès du domaine public, vous en retirez la, la capacité de cette population de s'emparer de quelque chose qui est à tout le monde, juste parce que vous considérez que ça ne doit pas être ouvert. Et ça, c'est une atteinte totale au grand principe qu'on a énoncé tout à l'heure. Donc il faut bien toujours ramener vers la boussole les logiques pour dire, mais c'est pas juste je suis un militant des licences libres. Ça va bien au-delà de ça aujourd'hui. Évidemment que après on peut faire venir Wikipédia dans sa bibliothèque et apprendre aux gens aussi à mieux utiliser Wikipédia, à eux être eux-mêmes des producteurs de contenu. Et là, on est dans le numérique d'intérêt général capacitant. Je ne suis pas qu'un consommateur de Wikipédia, mais je prends conscience que je peux être un acteur. Je le ferai ou pas, c'est lui qui choisit, mais je lui ai donné la possibilité de dire je pourrais être un acteur de ce contenu qui est proposé. Voilà. Rappelez-vous, la fin des droits culturels nous dit valoriser les capacités à agir des personnes. Et ben en fait, on voit que là, dans le cas de la médiathèque de Toulouse, on est totalement dans un numérique d'intérêt général, avec une volonté. Mais vous comprenez que là, c'est pas simplement le portail accessible, il y a une action, hein, de porter. Donc, partenariat, animation, et donc c'est une politique publique, hein, qui est portée autour de ces questions-là. Je ne pouvais pas terminer sans quand même évoquer la question de la compétence, parce que évidemment que vous pouvez mettre tout ça à disposition, et on le dit bien, la loi bibliothèque dit que si on veut que le numérique d'intérêt général soit bénéfique, pardon, pour tous, nous devons contribuer à la réduction de l'électronisme. Et ça aussi, le numérique ouvert ne peut pas se faire sans un accompagnement des gens pour qu'ils puissent pleinement bénéficier d'un numérique ouvert. C'est très important. C'est pour vous dire encore que ce n'est pas qu'une histoire d'accès, mais c'est une question de mise en capacité des gens à aller là derrière. Et d'ailleurs, dans la charte, on dit très bien le droit d'expérimenter et de se former tout au long de la vie. Et quand ça bouge, ben, je dois pouvoir aller là-dessus. Et donc, on avait très fortement insisté, hein, sur l'idée de dire que la liberté d'accès au savoir dans une bibliothèque passe aussi par développer les compétences du citoyen. Et donc, tous les ateliers de compréhension de ce qu'est le numérique, de comment faire ceci ou cela, c'est fait partie de l'ensemble. Et que dire qu'une bibliothèque qui donne accès au numérique, ça ne suffit pas. La bibliothèque, elle doit accompagner les citoyens pour qu'ils bénéficient d'un numérique. Alors, l'actualité, vous avez compris qu'il faut qu'on fasse des économies. Le dispositif des conseillers numériques qui a été pas mal utilisé était financé on va à une coupure de plus de 50% des budgets qui s'annoncent. Donc, on va perdre des conseillers numériques. Donc, certes, le conseiller numérique, alors, petite incise, oui, on doit accompagner les gens dans leurs démarches administratives, démarches en ligne, etc. Ça peut faire partie de notre couteau en Suisse. Mais ça ne peut pas être au détriment aussi de défendre le citoyen, être un citoyen dans un numérique qui est ouvert. C'est-à-dire que souvent, on a constaté que la jambe accompagnement individuel aux démarches administratives, c'était un peu musclé, et qu'en parallèle, c'était atrophié la jambe, ben, de mettre en capacité les citoyens autour d'un numérique, d'Internet ouvert, etc. Moi, j'alerte beaucoup, et là, je le fais dans mon territoire où je dis, il faut les deux jambes musclées.
Il faut que nous proposions, oui, un accès libre à Internet, etc. Mais la question de l'inclusion numérique, ça passe aussi par de la compétence pour accompagner le citoyen à comprendre comment il peut agir aussi avec un numérique qu'on lui met à disposition. Donc c'est pour ça que dans la charte Bible libre, on indiquait cette question, le droit d'être accompagné tout au long de la vie et le droit d'être formé tout au long de la vie, parce que ça fait partie, hein, d'éléments. J'ai bien conscience que si on n'a pas des moyens humains pour pouvoir faire cet accompagnement, je l'entends. Mais c'est important aussi de le rappeler que la valeur d'accompagnement, elle est aussi une valeur fondamentale du service public et une valeur fondamentale de la bibliothèque. Je vous montre ça et je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la notion d'éloignement numérique. On s'est rendu compte que dire qu'il y a l'inclusion, l'exclusion numérique, on commence à mesurer que ce n'était pas une bonne approche. Parce qu'en fait, il y aurait des gens qui seraient dans le numérique, d'autres qui ne seraient pas dedans. Donc, faudrait aider ceux qui ne sont pas dedans. Enfin, vous voyez, c'est pas très bon. En fait, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'éloignement numérique, en indiquant que chaque citoyen de nos territoires est plus ou moins éloigné du numérique. Même moi, il m'arrive d'être éloigné du numérique. Quand la SNCF change son application il y a quelques années, j'ai été un peu largué. Eh ben là, j'ai été un peu éloigné du numérique. Pourtant, je pense avoir une maturité sur le numérique. Vous voyez? Donc, et là, j'avais peut-être eu besoin qu'on m'accompagne un peu. Voilà. C'est très important parce que un numérique d'intérêt général, c'est un numérique qui est inclusif, qui prend la totalité de la population face à la problématique du numérique. Et pas simplement que les plus pauvres, les plus âgés. C'est important, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais d'être attentif. Quand on parle de l'éloignement numérique, on a trois focales. Vous allez comprendre où je vais. On dit qu'on peut être éloigné du numérique par l'accès, par la compétence et par la capacité. J'ai mis des petits mots à côté pour que vous essayiez de voir un petit peu plus, hein. C'est avoir accès. L'accès, c'est avoir. Euh, la compétence, c'est savoir ou savoir-faire. Et la capacité, c'est pouvoir. Bien. Quand je parle de l'accès, j'ai pas l'équipement, j'ai pas la connexion. Ou c'est mon territoire qui fait que je suis éloigné du numérique. Là, la bibliothèque, elle a un rôle à jouer pour donner accès à de l'équipement, à de la connexion. Même si mon territoire est mal connecté, des fois, on est un petit peu mieux loti. Voilà, bien. Ça, c'est une focale de l'accès. Le numérique ouvert, il permet d'aller réduire l'éloignement au niveau de l'accès. On l'a compris. Ensuite, il y a la focale de la compétence. Je peux être éloigné du numérique, je suis très bien en accès. Par contre, techniquement, je suis moyen. D'aspect cognitif, la compréhension, est-ce que quand j'utilise ChatGPT, j'ai compris que ce n'était pas un moteur de recherche, mais qu'il fallait que je sois très vigilant sur la vérité de l'information qui m'était donnée? Ou est-ce que on a vu que pendant le Covid, le confinement, les gens qui ne pouvaient plus aller à la bibliothèque, en fait, certains n'avaient plus de sociabilité du tout, plus de pages pour aller donner des nouvelles de la famille, bien, eh bien on peut être très bien peu éloigné en accès et éloigné en compétences. Mais c'est un peu plus subtil. Le numérique ouvert se pense en essayant de réduire aussi l'éloignement de la compétence. Et puis enfin, il y a la question de la capacité, c'est le capacitant. C'est-à-dire que oui, j'ai l'accès, oui, j'ai l'équipement, mais finalement, je ne sais pas trop bien tirer bénéfice du numérique. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas une posture de quelqu'un qui est légitime à agir ou quoi que ce soit. C'est que j'arrive pas à tirer le bénéfice de l'ordinateur que j'ai et j'ai appris à utiliser les mails ou aller sur Internet, mais je ne sais pas trop. Et là aussi, dans un numérique ouvert, c'est amener les gens vers être la capacité, je fais une petite incise, la capacité, j'ai le permis de conduire, je sais conduire une voiture. Et j'ai pas de voiture. Donc je tire aucun bénéfice de ma capacité. La bibliothèque me donne la possibilité que ma capacité devienne une capacité. Je sais pas si je suis bien clair, mais voilà. Et Est-ce, aujourd'hui, est-ce que tu as des exemples du coup de cette différence? Enfin, qu'est-ce qu'une capacité du coup pour être un peu concret? oh, on va dire un exemple tout bête, mais vraiment, alors, c'est toujours pas problématique, ces concepts, c'est que ça nous met très haut dans les stratosphères. Hmm, Mais par exemple, on donne un accès à Internet et un ordinateur à une personne. mhm, Éloignement d'accès. OK, réduit. On lui a appris à utiliser Internet. Très mhm. bien. Et en fait, il ne sait pas en fait vraiment se dépatouiller pour acheter des choses sur Internet. Ok, Voilà. d'accord.
Et donc, du coup, on lui donne en fait l'idée de dire que maintenant tu sais utiliser Internet, tu as la capacité, mais tu n'as pas réussi à te projeter dans des usages qui te seront Mhm, bénéfiques pour toi. Voilà. Il y a ceux qui arrivent toujours à trouver des bonnes affaires sur Internet, il y en a qui arrivent jamais. Mais ça, c'est une capacité, tu vois. mhm. Je prends un Ok, ouais. exemple très basique, hein, Mhm. on est bien d'accord. Non, c'est plus clair. Ouais. Mhm, Voilà, et donc du dire, faire des ateliers, dire je vous apprends à bien utiliser Internet ou je vous apprends à repérer des fake news, c'est pas pour autant que la personne qui va aller se mettre sur ChatGPT va faire le lien entre la fake news et puis Les ChatGPT. erreurs, les hallucinations de ChatGPT. Exactement. Et Mhm, donc, moi, je fais bien ce distinguo entre, oui, il mhm, faut un numérique capacitant, mais il doit être là pour développer les capacités de la personne. Et mhm, donc, plus on est sur un numérique pensé de manière ouverte, plus on va vers la capacité. C'est de fait. Donc, c'était pour vous expliquer que ça, très sincèrement, vous dites ça à votre élu, vous le perdez, hein. oui, Bon, oui. on Oui, est bien d'accord. faut donner un exemple concret, on est d'accord. Voilà. Mhm, Mais c'est pour aussi pour nous, pour avoir de la matière, parce ouais. que ça donne du volume aussi Mhm, au fait de pouvoir défendre ce qu'est un numérique responsable. Et d'ailleurs, que dit l'article 5 de la Charte Bible libre? Le droit d'être en capacité de participer, eh bien, tout simplement à la vie de la société. Donc on voit mhm, bien, hein, encore une fois, qu'il y a toute une cohérence à travers l'article. Et encore une fois, défendre la charte biblique ou défendre un numérique ouvert, il faut dépasser la simple question de l'accès, parce que en fait, c'est beaucoup plus impactant que ça, un numérique ouvert. Et qu'une bibliothèque mhm. qui joue le numérique ouvert, c'est une bibliothèque qui fait ce qui est décrit dans l'article 5. Et c'est important aussi de l'expliquer aux élus et que de dire que quand vous réduisez la possibilité d'un numérique ouvert, c'est pas simplement j'enlève de l'Internet, j'enlève tout ce que on a décrit depuis le départ. Et du coup, je rebondis en lien avec ça en disant, on peut très bien avoir l'accès, avoir l'ordinateur, savoir naviguer, mais ne pas être capable de répondre à un appel, à un sondage citoyen de la commune en disant, tiens, je vais consulter les citoyens, puis le maire dit, bah oui, mais personne répond. Oui, mais si le formulaire, enfin, si les gens savent pas qu'il y a ce formulaire, savent pas comment s'en emparer, on n'y est pas arrivé, quoi. Voilà. Ouais, Ou qui ne pensent pas que leur citoyenneté se joue aussi voilà, avec c'est le ça. numérique. C'est Ouais. exactement ça. Et que pour moi, le numérique, c'est pour aller voir les films que j'aime, aller Mhm. acheter mes chaussures préférées, mais que j'avais pas pris Et cette le lien avec dimension. la dimension citoyenne, quoi. Mhm. Exactement. Et ça, c'est Mhm. aussi notre travail, hein, puisqu'on rappelle que on est là pour garantir l'exercice du droit fondamental du citoyen à être Mhm. dans une société. Mhm. Ok. J'en ai fini. Très bien, ben merci Je sais- beaucoup Lionel. On va ouvrir les questions, n'hésitez pas, voilà, soit de chat, soit ben, vous prenez la parole. Oui, bonjour c'est- monsieur. Je vous téléphone pour savoir si c'est trop tôt de vouloir réserver un dîner pour le 14 février. Alors il y en a qui ont ouvert leur micro. Ouais, c'est trop tôt, d'accord. Bon, je confirme, hein. oui, D'accord, oui, ok. moi aussi. Je vous rappelle début janvier? Ok. D'accord, Oh oui, si vous super. voulez, Merci pas de problème. beaucoup. Merci, très bonne journée. Je vous en Bon, prie. Armel, vous aviez ouvert votre micro en même temps, hein, donc on vous a entendu. Personne nous entend. Bon. Alors, qui Ou, veut d'autre prendre la parole ou des pour... remarques, ou peut-être de Ouais, manifester des ouais, difficultés que vous aviez eues, hein. oui, c'est ça. Ou sur, voilà, comment vous projetez sur éventuellement un besoin, et là, du coup, on peut échanger aussi de présenter la charte ou de défendre justement l'accès à Internet, tous les usages que Lionel a évoqués. Est-ce que voilà, cette présentation vous a aidé un peu à lister un certain nombre d'arguments qui pourraient vous aider? Enfin, dites-nous un petit peu. Si je peux me permettre, moi j'ai une petite question Bien sûr. Mhm. sur les ressources numériques. Du coup, j'ai pas très bien compris le Ouais. positionnement en fait parce que, enfin, pour moi la question qui était soulevée par la lettre, c'était plus le modèle économique. Enfin, si Oui, j'ai bien oui, compris, hein. c'est Euh, ça. et du coup, c'était moins le côté usager en fait. Du coup, en fait, grosso modo, du coup, pour moi, enfin, ça participe en fait de proposer des films, des livres, des formations, etc. Pour moi, on est vraiment dans le côté capacitant justement droit culturel. Et du coup, j'ai l'impression que vous dites ça suffit pas, quoi, grosso modo. Non, Donc, en fait, vous avez raison. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. Ce qui est condamné, c'est de dire que, grosso modo, une bibliothèque, puisqu'elle doit donner un accès libre au savoir et à l'information, globalement,
Elle doit avoir la liberté de choisir ce qu'elle propose, la bibliothèque. D'accord, d'accord. Et de pas mettre ensuite, donc ça, un, les ressources numériques payantes, c'est pas le cas. Nous n'avons pas de liberté de choix. Si vous voulez acheter des livres numériques, vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. Vous êtes obligé de passer par ce que les éditeurs ont bien accepté de vous proposer. Donc c'est une atteinte déjà à des valeurs du service public. Hein. On ne doit pas être soumis à des pressions commerciales. C'est-à-dire que quand l'éditeur dit moi, je ne veux pas que le dernier Musso soit disponible dans PNB, c'est une pression commerciale. Et donc là, il y a une atteinte première. Et donc on voit bien que si tout d'un coup je suis contraint dans la proposition que je fais, c'est difficile de parler d'un libre accès au savoir quand tout d'un coup on me dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça c'est le premier point. Mais c'est le modèle économique hein, qui fait ça. La deuxième chose, c'est que le modèle économique nous dit, et en plus, on vous dit ce que vous devez regarder, mais en plus, c'est pas pour forcément tout le monde. Ça sera peut-être pour un nombre limité de. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un nombre de prêts limité ou un nombre de jetons limité. Et donc, moi, je vais à la médiathèque numérique, c'est génial, pour ne citer que eux, mais il y en a, voilà, il y a pas de, je ne le pointe pas eux particulièrement. Et moi, j'aimerais regarder la série qui est proposée. Mais je n'ai que 4 jetons. La série, il y a 10 épisodes. Donc, je suis parti pour 2 mois et demi pour regarder quelque chose là derrière. Mais en fait, c'est une contrainte totale à l'accès à la proposition qui est faite dans la bibliothèque. On ne peut pas faire autrement. Comprenez-moi bien. On ne peut pas faire autrement. Mais la vraie question, c'est de dire que si on veut défendre un numérique d'intérêt général et si on veut que les ressources numériques soient vraiment capacitantes pour le plus grand nombre, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de défendre qu'une bibliothèque, là je ne parle pas à nous, mais on parle au ministère, hein, de dire il faut que vous nous aidiez un tout petit peu la puissance publique, parce que vous nous dites on est garant de l'accès au savoir sans contrainte, sans discrimination, mais le cadre légal actuel fait que on est dans la discrimination et on n'est pas dans la liberté d'accès par les ressources numériques. Donc il y a une contradiction. Vous nous dites soyez garant, mais la loi de prêt, le droit de prêt ne concerne pas les ressources numériques. Ça nous coûte très cher, on n'a pas le choix de ce qu'on veut proposer, et on va se rendre compte que, pour prendre des modèles économiques qui vont dire vous pouvez donner accès à votre plateforme qu'à 2000 abonnés, j'ai 20 000 inscrits. C'est les 2000 premiers, mais on est totalement dans des contradictions. Donc le courrier était de dire, un, ça porte atteinte au pluralisme parce qu'on n'a pas le choix de la diversité, elle nous est imposée par les éditeurs. Deux, en termes d'usage, ce n'est pas forcément tous les usagers abonnés qui ont toujours aussi la possibilité d'utiliser la ressource parce qu'il y a des quotas qui font que ce n'est pas permis. Donc ça va à l'encontre même. Une bibliothèque est un donneur d'accès, ce n'est pas un verrouilleur d'accès. Et c'est là où on interpelle la puissance publique pour dire, la loi actuelle fait qu'on ne peut pas faire autrement, sauf que ça coûte très cher, on va avoir des baisses budgétaires assez sévères, entre acheter des ressources qui soient accessibles à tous, dans lesquelles on a une liberté de choix, et mettre des sous sur des ressources pour lesquelles, parce qu'il faut être très honnête, hein, si vous avez 8% ou 5% de vos inscrits qui utilisent les ressources numériques, vous êtes au taquet. Hein. Euh, on peut s'interroger si est-ce qu'on est là pour payer très cher des ressources qui touchent que 5% de nos inscrits, mais ça va complètement à l'encontre de tout ce que j'ai dit là derrière. Donc, l'interprofession a interpellé en disant, écoutez, là, il va falloir quand même qu'on arrête, il faut quand même qu'on en rediscute, parce que là, on devient de plus en plus des verrouilleurs d'accès, et le public, des fois, ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, il ne peut pas avoir ceci, il ne peut pas avoir cela, pourquoi ma Kobo qui vient d'être mise à jour, je ne peux plus lire le livre, pourquoi c'est si compliqué pour accéder à un livre numérique alors que quand j'achète un truc sur ma Kobo avec la Fnac, en deux coups, c'est réglé. C'est ça hein, qui est interrogé. Et donc, pour nous, le numérique d'intérêt général est une nouvelle corde à l'arc pour dire on n'est pas dans l'intérêt général, mais plutôt dans l'intérêt des ayants droit, parce que la loi fait que c'est comme ça. Je ne sais pas si j'étais plus clair, Xavier. Si, si, ouais, non, si, si, ça me. Ouais, ouais, d'accord, je vois mieux. Ouais. Oui, on a saisi en fait l'occasion de se communiquer pour élargir un petit peu quoi. Il y avait le cœur du sujet, c'était effectivement la question financière, mais c'était l'occasion de reposer un enjeu plus général quoi. Alors C'est Marie, ça. ouais, Marie, alors quel témoignage? On ouvre les ressources numériques aux abonnés payants par aux cartes internet délivrées gratuites. Or, cela va totalement à l'encontre de l'accès des collections gratuitement anciennes du. Ah, ok. Eh oui. Mhm. Ouais. Mais vous savez, c'est pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas un cas isolé, hein. Ouais. Pas du tout.
pas du tout, hein, Ouais. voilà. Mais il faut progresser et puis il faut, les collectivités territoriales ont leur propre, enfin, elles ont aussi leur choix de politique Mm. territoriale. Mais pour ce qui est des ressources numériques, hein, enfin, juste pour pondérer, j'ai pas dit que c'était, il fallait pas avoir des ressources numériques ou quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord. Il faut qu'on accompagne aussi autour des ressources numériques. Il s'agit juste que notre travail aussi, c'est de défendre un numérique d'intérêt général et notre travail, c'est aussi de le rappeler, hein, évidemment. Et je pense que le ministère a aussi entendu, évidemment, ces éléments-là. Mais c'est Mm. complexe. Voilà. Ouais. Alors, Julien, je pense que pour le choix du matériel, peut-on imposer un système d'exploitation? Ah ah. Ah ah. Vaste Non, débat. alors, non, mais non. On n'a pas imposé, mais ensuite, vous savez qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, votre DSI considère que des bécanes sur Microsoft, il arrive mieux à assurer la sécurité de son réseau, il faut Mm. l'entendre, cet argument-là. S'il me dit, moi, dans la manière dont j'ai organisé la sécurité de mon réseau, des bécanes sur, je vous dis un peu, Linux, ça. voilà, me pose une problématique de sécurité, il faut pouvoir l'entendre. OK. On n'impose pas, mais il y a des contraintes qui font que, OK. Après, il y a des cultures, hein, il y a des cultures open Ouais. qui sont très fortes dans des collectivités, d'autres moins. Mais là-dessus, j'ai envie de vous dire, on peut difficilement imposer un Linux sur les postes au public, nous en tant que bibliothécaires, si en face, ça c'est la prérogative de la DSI, hein, on est bien Mm. d'accord. Et on peut défendre ce que je viens de dire là-dessus. Mais là, bon, après, il y a des nouveaux arguments hein, pour aller vers le logiciel libre, hein, qui sont de l'ordre du numérique responsable. Hein. Les logiciels libres sont moins gourmands en Et puis, ressources informatiques, donc les ordinateurs vivent un petit peu plus longtemps avec mm. des logiciels libres, donc on repousse le renouvellement de la machine, donc on repousse l'impact environnemental de la fabrication du matériel. Vous voyez, là, c'est plus un argument numérique, c'est un argument de transition écologique Logique. qui Mm. rend aussi l'intérêt d'aller vers des logiciels libres. Mais Et par là, contre, oui, pour l'accès à Internet, en toute logique, il faut que quelqu'un qui vient avec son matériel puisse se connecter, quel que soit le matériel qui soit, enfin, au Wi-Fi, je veux dire, hein. Et il faut que là, du coup, ça soit faisable. Alors après, voilà. Mm. dites-vous bien que tout ce qui est matériel informatique, équipement informatique, c'est la prérogative de votre DSI. Voilà. Après, il faut échanger avec sa DSI et on peut défendre des points de vue, mais c'est quand même sa Mm. prérogative. Parce qu'elle, elle Mm. doit assurer quand même aussi la sécurité Mm. d'un réseau et de votre réseau, le vôtre, mais aussi de son organisation. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages, voilà, ou on peut parler aussi de la charte biblique de manière plus générale, hein, n'hésitez pas. S'il y en a qui se sont posé la question d'adhérer ou de demander un label, on peut aussi donner des informations, c'est l'occasion. On peut que vous encourager de tenter de faire signer votre charte. C'est-à-dire que même si Mm. la charte n'est pas signée, vous avez initié un échange sur ce Mm. sujet avec votre tutelle. C'est vraiment très important, vraiment. Et là, c'est un Euh, outil de plaidoyer pour montrer ce que et, vous faites. Voilà, Exactement. pour C'est-à-dire que c'est expliquer. une Ouais. manière aussi de montrer ce que vous êtes par ce biais-là, parce que ce n'est pas toujours perçu par les tutelles, vraiment. Et même si vous vous dites, mais moi, mon élu, après, il voudra pas, il ira pas ou quoi que ce soit, malgré tout, c'est jamais vain de faire ce travail. Un peu de travail, c'est de l'énergie, c'est pas toujours Mm. agréable, mais ne vous dites pas, j'y vais pas parce qu'il dira non, parce que Mm. peut-être qu'il dira non, mais ça vous donne malgré tout la possibilité d'un échange, parce que c'est très rare de pouvoir échanger sur ces sujets-là avec ses élus et même avec ses équipes, hein. Enfin, on Mm. dit l'élu ou sa Ouais. DSI, impliquer la DSI aussi dans ces Mm. éléments-là. C'est un outil de dialogue, hein. Voilà. C'est un outil d'acculturation et d'interconnaissance. Il faut vraiment voilà. Si on veut toujours avoir la timbale au bout, on fait plus grand-chose, vous voyez. Il faut tenter. Ouais, on est dans la démarche proactive de, voilà, la bibliothèque, c'est le lieu d'accès aux loisirs et à la culture, mais aussi par le numérique et voilà, et de formation, d'information.
Donc voilà, c'est une manière, en utilisant la charte, de présenter ce que vous faites et de valoriser toujours votre action dans ce domaine. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont l'intention, du coup, ça peut être intéressant de voir, voilà, tout d'un coup, soit de faire un peu de plaidoyer, ce qu'ils ont, voilà, présenté la charte. Voilà, dites-nous un petit peu rapidement, soit dans le chat, si ça vous a donné envie de vous investir, de présenter la charte. Sachez aussi que le comité donc Advocacy et le Hmm, comité Bible Libre, hein, on est aussi là si vous avez besoin d'être un peu accompagné, épaulé pour l'argumentaire ou quoi que ce soit. ouais. On peut tout à fait être dans la limite de ce que nous pouvons. On ne peut pas se substituer évidemment Hmm, à votre collectivité, mais on peut tout à fait aussi être un hmm. appui. Voilà, on peut avoir un temps d'échange Exactement. avec vous sur voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de dire et quelles difficultés vous anticipez pour essayer de vous aider à préparer éventuellement des contre-arguments ou déminer des choses, quoi. Bon, bah écoutez, si s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Très bien. Ben, on vous attend. N'hésitez pas à nous contacter. Le Grand Narbonne Le qui Grand Narbonne. envisage Voilà. de s'y installer. Magnifique. Voilà. Un bel équipement en plus qui a été Yes, rénové. Donc, exactement. très bien. Bah, écoutez, je vais clôturer un peu la séance. Vous dire merci. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le mail sur la page de la charte biblique pour nous contacter. Et puis, bah oui, Valenciennes, Ah bah merci oui, quand même. Tiffaine. On s'en doute. On a déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus. Ok, donc voilà, bah, merci à toutes et à tous d'être venus, de s'être joints à nous. Et puis, ben voilà, on se tient à votre disposition. On organisera un autre webinaire l'année prochaine. Enfin, on verra, on vous tiendra au courant sur la newsletter de la BF. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, c'est l'occasion, hein, on n'est pas très loin, donc de passer de bonnes fêtes à tous. Et puis voilà, au plaisir d'échanger. N'hésitez pas à nous écrire. Merci à tous. Merci à tous. À Merci, à bientôt. bientôt.